accompagner les publics seniors, où en sommes-nous? Constat, enjeux et perspectives. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous propose ce thème aujourd'hui dans le cadre de Parcours Pro, le programme de professionnalisation de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une actualité quand même très présente en ce moment autour de la question du travail des plus de 50 ans, avec le recul de l'âge de départ à la retraite et donc de l'allongement de la durée de la vie professionnelle. Et puis, il semble aussi qu'il y ait pas mal de croyances et de préjugés sur le travail des seniors. Par exemple, ils auraient plus de mal à s'adapter à un nouvel environnement, à faire évoluer leurs compétences. Ils auraient plus de difficultés à être managés ou à s'intégrer à une équipe plus jeune. Ils coûteraient aussi plus cher à l'entreprise ou encore, pour ceux qui sont sans emploi, ils seraient plus enclins à attendre la retraite qu'à chercher du travail. Donc voilà ce qu'on peut entendre parfois. Et puis, il y a un paradoxe aussi actuellement où on appelle les gens donc, à travailler plus longtemps, mais en même temps où les entreprises sont plus réticentes à embaucher des salariés seniors. Donc, tous ces constats, pour nous, méritent qu'on s'y intéresse un peu. Et donc, si on a choisi ce thème, c'est aussi parce qu'on pense qu'il y a des choses à faire pour accompagner les publics seniors en matière de travail et d'emploi. Et donc, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans ce webinaire. Alors, on ne restera pas qu'au niveau des constats, bien sûr, il y aura de la réflexion et on s'appuiera sur 2 témoignages aussi, témoignages concrets et locaux d'accompagnement de publics seniors. Alors, les intervenants, justement, donc on commencera avec Arnaud Bariguet de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, qui abordera la thématique donc, sous l'angle du travail et de l'emploi. Et ensuite, donc, on aura les témoignages de Marion Renaud du groupe La Poste Nouvelle-Aquitaine, qui nous présentera pour sa part donc, ce qui est mis en place dans l'entreprise pour accompagner les salariés seniors, que ce soit sur leur poste ou dans leur mobilité. Et puis, Fabiola Turca de l'APEC Nouvelle-Aquitaine nous parlera notamment du dispositif donc, Talent Senior à destination des cadres seniors en recherche d'emploi. Voilà. Alors, quant à moi, donc Anne Gaudin de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, je recueillerai vos questions tout au long de ce webinaire et je leur transmettrai pour qu'ils y répondent pendant les moments de questions-réponses, puisque après chacune de leurs présentations, il y aura un petit temps réservé à répondre à vos questions. Donc, pour poser vos questions, eh bien, vous les inscrivez dans le chat. Voilà. Je me chargerai aussi à la suite du webinaire de vous adresser par mail l'ensemble des supports qui vont vous être présentés. Et puis, il y aura un replay de cet événement qui sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube, on va dire en début d'année, au mois de janvier, je l'espère. Voilà, donc vous pourrez retrouver ce webinaire de cette façon. Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. On a beaucoup de choses à voir, donc je vais tout de suite passer la parole au premier intervenant qui va se présenter. Donc, Arnaud, je te laisse démarrer. Merci. Merci Anne. Bonjour à tous. Donc moi je suis Arnaud Bariguet, je suis chargé de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, donc association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui deviendra au 1er janvier l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, puisque nous sommes absorbés, on ne sait pas trop, par l'échelon national qui est l'ANACT. Donc voilà, ce qui va en gros pas changer grand-chose à nos missions, qui sont les suivantes. Intervenir en entreprise sur les questions de conditions de travail et de population au travail, et puis aussi accompagner les acteurs de l'emploi, de l'économie sur les questions d'amélioration des conditions de travail dans les filières et puis dans les territoires. Donc voilà très rapidement pour la présentation de l'ARACT. Je me tiendrai à la disposition de chacun d'entre vous si vous avez plus de questions sur la manière dont on peut travailler avec les acteurs de la formation ou de l'emploi. Mais pour le moment, ce que je vous propose,
ça va être deux interventions assez courtes. Une première sur la question des seniors et les enjeux du travail, et ensuite la question des seniors et des enjeux pour l'emploi. En conclusion, je me livrerai à l'exercice périlleux de démontrer que en fait, les deux enjeux sont bien sûr interconnectés et que tout cela est extrêmement lié. Pour la petite histoire, moi, la question des seniors, je la travaille au sein de l'ARACT depuis de nombreuses années, depuis 2008 à peu près, où on évoquait déjà les questions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec le départ, le maintien en emploi d'un certain nombre de populations qu'on qualifiait de vieillissantes au travail. Alors, dans un premier temps, sur ces questions de vieillissement et de vieillissement au travail, quelques éclairages très rapides. Il faut savoir, d'abord, il y a ce qu'on peut appeler le vieillissement démographique. C'est quand on dit qu'un pays vieillit, c'est l'augmentation de la part des plus âgés parmi la population et parmi la population salariée de fait. Ensuite, il y a les questions de vieillissement naturel qui correspondent à une usure fonctionnelle, parfois des capacités cognitives, parfois des capacités corporelles, parfois les deux. Donc, une altération. Mais ces altérations, elles sont très variables en fonction des individus et puis des conditions dans lesquelles ils sont exposés. Et puis, il y a le fait qu'il y ait un vieillissement qui soit indépendant des situations de travail. Après, il y a ce qu'on qualifie de vieillissement prématuré, qui correspond à un vieillissement issu d'exposition en milieu professionnel, donc ce qu'on appelle usure prématurée et usure professionnelle, donc qui sont deux choses différentes. L'usure prématurée, c'est l'altération de la santé plus vite qu'une altération normale, et l'usure professionnelle, c'est une dégradation précoce de l'état de santé, donc modification dans l'organisme liée directement à des conditions de travail qui ne seraient pas adaptées. Et ça, indépendamment, c'est important de le rappeler, de l'âge des personnes. Il peut y avoir des phénomènes d'usure professionnelle ou de vieillissement prématuré des populations qui vont avoir 25, 30, 35 ans, où on va, et de plus en plus d'ailleurs, constater des phénomènes de TMS ou d'usure prématurée. Donc ce vieillissement, il peut intervenir très tôt et de manière très précoce dans la vie professionnelle. C'est important de le rappeler. Alors, vieillir au travail, c'est un peu comme vieillir normalement. C'est un processus graduel et plutôt irréversible généralement, qui touche les capacités fonctionnelles et physiologiques. Donc, à partir de l'âge de 20-25 ans, comme je l'ai évoqué précédemment, et qui commence à se manifester, avoir des manifestations à la fois sur le corps et dans les aptitudes aux alentours de 40-45 ans. Donc, c'est un processus lent et non linéaire et qu'on peut accélérer ou ralentir. Alors, ça, on y reviendra sur les facteurs d'accélération ou de ralentissement. Ces facteurs de ralentissement, on les oublie souvent dans un contexte professionnel, mais on le verra. Aussi bizarre que ça puisse paraître, le travail peut être la santé s'il est réalisé dans de bonnes conditions et maintenir un certain nombre d'aptitudes, voire les développer tout au long de la vie, comme la question des compétences. Sur la question épineuse de à partir de quand est-on vieux, ça c'est un point de vue souvent très, très personnel, mais bon, l'OMS a tranché et elle a retenu le critère des 65 ans et plus. Voilà. Mais on voit que en fonction des lois et puis des dispositifs,
cette question de senior peut évoluer assez rapidement. Alors, tout à l'heure, je disais que le travail maintenait la santé ou permettait de freiner des processus de vieillissement prématuré. Alors, ça, ce n'est pas un phénomène qui est extrêmement nouveau. Il suffit de regarder l'état de santé des personnes ou l'espérance de vie entre les personnes qui travaillent et les personnes qui n'ont pas d'emploi. On voit ici l'espérance de vie des hommes et des femmes à 35 ans par catégorie. On voit que de manière systématique, depuis les années 80, ce sont les personnes sans emploi qui ont une espérance de vie la plus faible. Donc on peut considérer que le travail peut être porteur de santé et freiner des formes de vieillissement prématuré, voire l'apparition de maladies. On verra les choses par la suite. Alors, ce qu'on peut constater aussi, mais qui n'est pas une nouveauté, c'est que l'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres supérieurs sont assez manifestes. Encore une fois, il faut être prudent avec ces moyennes. Ça peut varier en fonction du genre, ça peut varier aussi en fonction des régions où les conditions de travail dans les industries ne sont pas exactement les mêmes en fonction du tissu. Donc, ce sont des chiffres à regarder dans le détail et à prendre avec précaution. Mais on peut considérer, malgré tout, que l'activité de travail reste un élément important pour vieillir en bonne santé. Alors, quand on dit que le travail peut être protecteur ou constructeur de santé, ou même les deux, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend, même si à titre personnel, je ne suis pas extrêmement fan des pyramides de Maslow, quand on regarde les bénéfices du travail par rapport à l'âge et à la survenance de pathologies, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de strates qui sont permises par le travail. Après, tout dépend de la capacité de l'entreprise à proposer ces avantages qui sont intrinsèques normalement au travail dans de bonnes conditions. Donc, on retrouve bien évidemment les capacités financières à s'alimenter et à se soigner. On sait que voilà, le travail est pourvoyeur de salaire et que en l'absence de rémunération ou de rémunération stable, les gens font l'économie parfois de soins et ont tendance à laisser les choses se déliter et à vieillir prématurément de ce fait. Ensuite, il y a une sécurité psychologique liée au cadre de travail et puis au salaire régulier. Il y a aussi l'appartenance à un collectif et une existence sociale, dont on sait que c'est un facteur important. Notamment, on l'a vu sur l'espérance de vie. On sait que le taux de suicide chez les personnes sans emploi est extrêmement important. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce taux de suicide, il est très dépendant de situations d'isolement. Donc, le travail permet de se protéger, en tout cas, de ces situations d'isolement. Et puis, bien sûr, il permet une estime de soi, une reconnaissance individuelle de ses capacités à produire, l'acquisition de compétences, le renforcement d'aptitudes. Et une dernière chose qui semble être sur le haut du panier, mais qui en fait est le cœur de nos préoccupations, c'est la contribution à une production collective. C'est-à-dire que en travaillant à tous les âges de la vie, je peux me sentir utile. On y reviendra en conclusion de ce webinaire parce que c'est au cœur de la définition de ce qu'on appelle le vieillissement actif. Ça fait partie aussi de cette définition et du périmètre du vieillissement actif, c'est de pouvoir contribuer à la société tout en étant au travail. Bien sûr, derrière, ça va nous interpeller sur les questions de sens au travail, d'utilité au travail.
qui sont extrêmement d'actualité en cette période de, on va dire, difficulté, d'attractivité, de fidélisation, où on voit que ces questions-là reviennent sur le devant de la scène. Alors, sur un versant maintenant peut-être un peu plus défensif, ce qu'on préconise, c'est toujours d'adopter des logiques de prévention vis-à-vis de ces enjeux de vieillissement au travail. Parce que prévenir, ça peut faire peut-être l'économie de choses assez coûteuses que sont la réparation des mauvaises conditions de travail ou d'altération de la santé ou de compensation des pathologies. Alors, favoriser le maintien en emploi des salariés tout au long de la vie dans de bonnes conditions, là, alors, parce que moi, je pratique ça tous les jours. Quand je dis ça, j'ai un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais ça fait peut-être pas de mal de le rappeler. Donc, les bonnes conditions, c'est des bonnes conditions pour la santé physique et psychique du salarié. Et puis, des bonnes conditions, on en parlait à l'instant, en termes de motivation, intérêt au travail. Est-ce que je me sens utile à tous les âges de la vie professionnelle, et puis sur l'actualisation et le développement des compétences. Là, on touche un point un petit peu sensible, qui est la capacité à apprendre au travail et la capacité à apprendre en général. Alors, on peut rapidement arriver à la question suivante. Est-ce qu'on est encore en capacité d'apprendre quand on est vieux ? Ou est-ce que les vieux peuvent encore apprendre ? Malheureusement, la réponse, c'est plutôt c'est compliqué. Mais la réponse, c'est aussi que c'est compliqué, mais ce n'est pas une fatalité. On sait, on l'a observé dans des populations qui sont habituées à se former tout au long de leur vie professionnelle, que cette capacité à apprendre reste intacte, qu'on ait 20 ans ou 60 ans pour ces populations. Donc, si on veut pouvoir apprendre à 60 ans, il faut avoir maintenu cette capacité à 50, à 40, à 30 et à 20. Donc, la capacité ou les difficultés qu'ont aujourd'hui certaines populations seniors à s'engager dans des processus de reconversion ou d'apprentissage, il n'y a pas de fatalité par rapport à ça, mais on sait que ces difficultés sont liées à des habitudes d'apprentissage qui ont été perdues. Alors, les questions de prévention et de principes de prévention, vous allez me dire, ce sont des grands principes par définition, je dirais, d'accord. Après, dans la population et puis dans la vraie réalité dont Marion parlera juste après, on a déjà des populations aptes. On est aussi amené à avoir dans le panel des ressources humaines des populations qui possèdent des restrictions d'aptitude et des personnes risquant directement l'inaptitude. Donc là, il s'agit d'engager des démarches soit individuelles, soit collectives, ou les deux, dont Marion vous donnera plus de détails par la suite. Alors, est-ce que tout ça, ça va permettre de maintenir les gens dans l'emploi ou dans le travail, ou est-ce que si on maintient dans le travail, on maintiendra dans l'emploi ? Moi, je pense plutôt que c'est la dernière option qui semble intéressante. En tout cas, si on fait un bilan, les données sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça, parce que le temps de traiter cette masse de données, parfois, ça peut prendre du temps. Donc là, on a les chiffres pour 2020. Quand on regarde l'évolution de la part des départs en retraite pour des inaptitudes, on voit que depuis 2015, ça a tendance à augmenter de manière significative. Alors,
j'indique tout de suite qu'il faut rester prudent avec ces données parce qu'il y a des effets aussi de loi, de seuil, etc., qui, à un moment donné, vont faire qu'on partira plus facilement en retraite en fonction des âges, etc. Mais globalement, ce qu'on peut retenir de ce schéma, c'est que les inaptitudes ont tendance à augmenter. Alors là, c'est un propos qui n'engagera que moi et puis du doigt mouillé, entre guillemets, c'est que ces inaptitudes, ou une part importante de ces inaptitudes, reste de l'ordre des inaptitudes psychiques, c'est-à-dire des gens qui sont usés psychiquement par le travail et qui ne sont pas en capacité de tenir leur poste parce que épuisement, burn-out ou autre. C'est en tout cas, moi, ce que j'entends quand je discute avec des médecins du travail qui sont chargés de relayer ces inaptitudes. Donc, les seniors au travail, ce qui est intéressant, c'est de regarder les motivations qu'ils ont ou pour partir en retraite ou les motivations qu'ils auraient à rester. Sur les motivations qui resteraient principales pour le fait de partir, il y a évidemment les enjeux liés à la pension, le fait d'avoir atteint l'âge minimal. Et après, pour les motifs liés au travail, vous le voyez sur le graphique de droite, c'est un petit peu plus flou. Motif au travail, vous ne voulez plus travailler, ok, bon, ou vous aviez des problèmes de santé qui rendraient le travail difficile. Donc ça, c'est un facteur assez important. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations sur la motivation du départ en retraite. Par contre, on a aussi des données sur qu'est-ce qui fait que vous souhaiteriez continuer à travailler. Donc, et là, c'est un peu plus intéressant, notamment dans les motifs liés au travail, parce que on voit que dans la grande majorité, ceux qui souhaitent continuer à travailler, les seniors qui ont atteint l'âge de la retraite et qui souhaiteraient continuer, c'est du fait de 1, l'intérêt de l'emploi, et 2, des conditions de travail satisfaisantes. Donc, ça peut paraître un petit peu anecdotique ou poétique, cette question du sens au travail, mais je pense que les services de ressources humaines ont beaucoup à faire pour maintenir cette question du sens au quotidien, ce qui est absolument pas facile. Donc le sens, c'est à la fois je fais quelque chose d'intéressant et je fais quelque chose d'utile à la société. Alors, sur cette partie, je passerai rapidement parce que en plus, je crois que mon temps imparti commence à être légèrement dépassé. Je passerai rapidement sur les préconisations à l'échelle des institutions et des entreprises parce que vous les retrouverez toutes et on pourra mettre un lien sur la mission en emploi de maintien des seniors qui a été remis au gouvernement et au Premier ministre par mon ex-collègue Olivier Mériot, où il y a une série de 34 propositions, enfin, avec des axes de travail et des objectifs qui sont déclinés tantôt pour les politiques publiques, tantôt pour les acteurs institutionnels de l'emploi ou de la formation, et tantôt des choses qui peuvent être embarqués directement dans les politiques des entreprises. Donc, vous les retrouverez sur le diaporama avec des choses qui ont trait, bien entendu, à la question de la gestion des ressources humaines, les facilités aussi pour évoluer, changer de poste, changer d'emploi, les dispositions, bien entendu, pour maintenir une qualité de vie au travail pour tous. Vous retrouverez tout ça dans le support et en plus dans le lien qu'on vous remettra. Voilà, vous retrouverez aussi une série de propositions à l'échelle des entreprises. Et puis, globalement, l'idée pour sécuriser les parcours et maintenir en emploi,
c'est pouvoir adapter les postes de travail, accompagner les mobilités internes et, quand ce n'est pas possible en interne, accompagner les mobilités externes. Et je crois que c'est de tout cela dont va vous parler Marion maintenant. Tout à fait. Merci Arnaud. Alors attendez, voilà, il y a cette petite partie-là avant. Voilà, ben merci Arnaud pour cette entrée en matière déjà très, très informative. Il y avait beaucoup d'éléments. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais c'est le moment de les poser dans le chat. On a prévu quelques minutes pour les questions. Moi, je vais en profiter juste pour rebondir sur quelque chose que tu as mentionné vers la fin, Arnaud. Tu as parlé de la question du sens au travail en disant que c'était un peu anecdotique. Mais je ne trouve pas tant que ça. Et je me disais que peut-être ça pourrait faire l'objet d'une prochaine rencontre. Enfin, en tout cas, ce thème-là. Alors, vous nous le direz dans le petit questionnaire que je ferai passer à la fin du webinaire. Vous aurez un petit questionnaire à remplir. Et ça pourrait être intéressant de nous dire si des thèmes comme le sens au travail, qui est bien plus large que uniquement la problématique des salariés seniors, des publics seniors. Mais voilà, c'est des choses comme ça que vous pourrez nous faire passer dans ce petit questionnaire. Alors, pour répondre simplement sur cette question du sens, l'humain est extrêmement pénible parce que parfois dans sa vie professionnelle, au début, il attend certaines choses, de pouvoir progresser rapidement, pouvoir évoluer, faire certaines activités. Au milieu de sa vie professionnelle, quand il a des enfants, il va peut-être attendre d'autres choses et donner un sens différent à son travail. Et puis, quand il arrive en âge de pouvoir transmettre ses expertises, ses compétences, voire d'apprendre d'autres choses ou d'avoir peut-être plus de temps aussi à consacrer à son travail parce que les enfants sont maintenant autonomes. Il va attendre encore des choses différentes pour son travail et comble de la complexité. En plus, tout ça, ça va être différent d'un individu à un autre. Donc, je pense qu'un des défis pour demain, au-delà des politiques globales d'amélioration des conditions de travail, je pense que tireront leur épingle du jeu les entreprises qui arriveront aussi à avoir une granulométrie un peu plus fine et à prendre en compte les évolutions professionnelles, enfin les évolutions d'un individu et les évolutions de cet individu tout au long de sa vie professionnelle avec les variabilités qui peuvent survenir en fonction des âges de la vie ou des contraintes de la vie. Très bien, merci. Alors, on a une question sur le chat. Quelqu'un nous demande si le vieillissement actif n'est-il envisagé qu'au travail et que dire de l'investissement des seniors retraités dans la vie sociale, associative et politique? Alors, je dirais que là, tout est une question de définition. Par réduction ou raccourci, là, vous avez bien compris qu'on parle du travail salarié. Oui. Mais le travail, bien entendu, ne se limite pas au travail salarié. Les étudiants ne sont pas salariés, pourtant ils produisent de la connaissance. Là, je vais faire une caricature énorme, mais le papy qui produit des tomates dans son jardin et fait des conserves pour toute la famille, c'est une forme de travail. Les mamans qui élèvent leurs enfants, c'est une forme de travail. Nous-mêmes, quand on débarrasse notre plateau au McDo, c'est une forme de travail. Quand on clique sur les petits feux de stationnement ou les petits bus ou comment ça s'appelle aussi, les passages piétons pour la reconnaissance d'images, là aussi, c'est une forme de travail invisible, mais pourtant, c'est du travail qui contribue à amasser de la donnée pour les multinationales. Donc, tout dépend de la définition qu'on a du travail et tout dépend des choix politiques qu'on a. Voilà, il y avait un candidat il y a quelques années à l'élection présidentielle qui proposait le revenu universel. Ça participe de l'idée que tout à chacun
produit pour la société, même si ce n'est pas dans le cadre d'un emploi salarié. Oui, merci. Alors, c'est vrai que dans le cadre de ce webinaire, on est quand même plutôt sur les seniors en emploi. Enfin, voilà, c'est quand même plutôt ça la cible, vu qu'on s'adresse à vous, professionnels, qui êtes là pour les accompagner. Donc, on est plutôt là-dessus. Mais très bien, merci. Peut-être pour apporter un complément, je pense qu'il y a des associations où il y a des seniors qui sont bénévoles et que c'est aussi des questions qui peuvent se poser sur quel cadre de travail ou de bénévolat on propose à tous ces seniors qui sont nombreux à contribuer à la vie locale par le truchement des associations. D'accord. Alors, il y a une question qui est posée, mais je propose qu'on y réponde plus tard dans le webinaire, parce qu'il va sûrement y avoir des apports justement par rapport aux 2 témoignages qui vont arriver. Donc, la question, c'est dans une période d'incertitude économique et de restrictions sur les salaires, comment maintenir un senior en emploi ou favoriser le recrutement à sa juste valeur d'un senior en recherche d'emploi. Voilà, ces questions-là, je pense qu'on pourra les reprendre plus tard. Vous n'hésiterez pas à nous les reproposer. Voilà, on va passer au témoignage de Marion. Je vous laisse la parole, Marion. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Marion Renaud, je suis chargée de gestion santé et sécurité au travail au sein de la Poste, et donc plus précisément au sein de la branche service courrier colis, qui est la branche dédiée à la distribution du courrier. Et pour cela, je travaille au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour ma part, je vais vous apporter le témoignage de l'entreprise. Et d'abord, je voulais faire un focus sur le fait que la Poste est engagée au sein de la diversité depuis de nombreuses années, donc depuis plus de 10 ans. Donc, c'est un thème qui est fort au sein de l'entreprise pour lutter contre tous les stéréotypes et pour favoriser les relations intergénérationnelles. Donc, je précisais cela pour justement mettre le point sur le fait que au sein de l'entreprise, il n'y a pas de lutte entre les générations. Alors, pour autant, la Poste s'engage tout de même auprès des seniors au niveau de l'emploi, et cela passe notamment par la signature de l'acte d'engagement sur la place des plus de 50 ans en entreprise. Et dans cet acte, en fait, on s'engage justement sur la reconnaissance des compétences, et on prend des mesures dans la qualité de vie au travail des postiers pour favoriser justement le maintien dans l'emploi. Alors, il me semblait important aussi de vous préciser le contexte de la Poste service courrier colis en Nouvelle-Aquitaine. Donc, aujourd'hui, la place des plus de 55 ans, ça représente 30% des personnes qui travaillent au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Et si, du coup, on prend la définition des seniors à partir de 45 ans, tel qu'il était précisé dans le diaporama d'Arnaud au niveau de l'emploi, là, on passe à 65% de la population. Donc, le travail des seniors au sein de la Poste est quand même un enjeu fort, puisqu'il s'agit d'une population majoritaire. Dans cette population, il y a une majorité de femmes, et donc on est sur du coup des travailleurs qui ont un âge moyen de 48 ans et une ancienneté de 21 ans au sein de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au sein de l'entreprise La Poste, nous avons 2 statuts. Donc, nous avons des fonctionnaires et des salariés, et ce qui joue aussi du coup sur l'accompagnement des personnes en fonction de leur statut, en sachant qu'aujourd'hui, les fonctionnaires représentent 32% des effectifs et que les salariés représentent 68%. En termes d'accompagnement des postiers tout au long de leur carrière, donc Arnaud mettait l'accent sur l'importance de jouer sur le préventif. Donc, c'est déjà quelque chose qui est très présent au sein de l'entreprise, avec tout un volet justement dédié à la politique de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, dès l'arrivée au sein de l'entreprise, il y a des formations qui sont dispensées aux salariés, et les managers sont également formés pour être vigilants justement sur le maintien de la santé des employés. Cela passe également par tout un réseau d'ergonomes que nous avons au sein de l'entreprise, et également de santé et sécurité au travail,
puisque nous avons des médecins qui sont directement recrutés au sein de la Poste, des infirmières de santé au travail, et nous avons également des préventeurs qui accompagnent les postiers tout au long de leur carrière. Mais si toutefois des postiers pouvaient rencontrer des difficultés dans leur vie professionnelle ou personnelle, nous accompagnons les aménagements de poste pour garantir le maintien dans l'emploi des personnes qui sont concernées. Et donc cela va passer par des commissions de retour et de maintien dans l'emploi, dans lesquelles vont se mettre autour de la table du coup les médecins du travail dont je parlais tout à l'heure, les infirmières de santé au travail, les préventeurs, les managers, les responsables des ressources humaines et également des assistants sociaux que nous avons en interne. Et là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les situations individuelles pour garantir toujours la place dans l'emploi. Nous avons également des accords qui sont signés au niveau national qui permettent aux personnes qui en ont besoin de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc cela va passer par exemple par des accords de télétravail, mais aussi un accord récent qui va accompagner les personnes dites aidantes et qui doivent avoir besoin de temps libre pour pouvoir s'occuper des personnes de leur entourage qui auraient besoin de soins particuliers. Et à titre d'exemple, voilà, je voulais vous citer la situation de Madame B, qui est donc une agent reconnue bénéficiaire de l'obligation d'emploi, pour lequel, du coup, nous avons fait un aménagement de poste pour justement répondre aux difficultés qu'elle rencontrait au quotidien, puisque cette personne avait des douleurs dorsales du fait de sa position de travail qui n'était pas adaptée. Et donc, sont intervenus le médecin du travail, le préventeur et l'ergonome pour pouvoir étudier sa situation au travail et apporter des solutions pour garantir qu'elle puisse rester sur son poste. Arnaud parlait aussi tout à l'heure du maintien de l'intérêt et du sens au travail. Et pour ce faire, l'entreprise donne une priorité justement à l'employabilité de ses postiers. Donc, ce qui est d'autant plus important aujourd'hui avec l'évolution sociétale, environnementale et économique que l'on connaît. L'entreprise La Poste connaît de fortes transformations et donc a besoin d'accompagner son personnel vers de nouveaux métiers. Et cela passe par des dispositifs de mobilité interne qui sont mis en place. Cela passe également par une mise à disposition des postiers, des offres d'emploi qui existent sur tout le territoire. Chaque postier peut être accompagné également par des conseillers en évolution professionnelle qui sont salariés de l'entreprise et qui vont les accompagner pour trouver de nouveaux métiers. Et également, chaque postier peut accéder directement à une bibliothèque de formation en ligne dans laquelle il va pouvoir trouver de quoi justement continuer à grandir et à apprendre. Donc, sur cet item de la mobilité interne, je voulais faire le focus sur Véronique, qui est une factrice de Charente-Maritime, qui a tenu ce poste pendant 20 ans et qui vient d'être nommée responsable opérationnelle. Donc là, c'était justement du coup le témoignage d'une possibilité d'évolution en interne. Et cette personne, du coup, a trouvé un nouveau sens dans sa carrière et continue à se projeter, du coup, dans les autres métiers qu'elle pourra effectuer sur la suite de sa carrière au sein de l'entreprise. Et si toutefois la personne ne se projette pas en interne dans l'entreprise, il y a tout un accompagnement qui est également proposé aux collaborateurs qui souhaiteraient évoluer vers d'autres activités que postales. Donc pour ce faire, l'entreprise a mis en place des dispositifs RH sécurisants qui permettent notamment de pouvoir s'absenter pour s'essayer à d'autres métiers en externe et tout autant de pouvoir revenir au sein de l'entreprise et de retrouver son poste. Comme je vous le disais, les conseillers en évolution professionnelle accompagnent ces personnes dans tout le processus de leur recherche d'emploi. Donc, on va les accompagner sur de la rédaction de CV, sur la recherche de postes et sur la rédaction de lettres de motivation, par exemple. Et dans le cas de Christophe, qui a été facteur pendant un certain nombre d'années, ce monsieur a souhaité devenir aide-soignant et a souhaité passer des concours pour intégrer la fonction publique hospitalière. Et donc, pour ce faire, il a pu bénéficier d'un aménagement de son temps de travail pour pouvoir suivre dans un premier temps les cours de mise à niveau pour passer le concours
et ensuite pour intégrer sa formation d'aide-soignant. Et donc aujourd'hui, Christophe a intégré une maison de soins dans laquelle il s'épanouit complètement dans cette deuxième vie professionnelle. Et enfin, je voulais aussi mettre un focus sur la fin de carrière, donc qui est accompagnée en interne par du coup une information qui est donnée de façon large aux salariés et aux fonctionnaires qui sont concernés. Donc d'abord à travers un site internet qui est dédié à ce sujet-là. Des webconférences sont également organisées en interne pour pouvoir créer de l'échange entre les personnes concernées. Et il y a également en interne de l'entreprise des conseillers qui sont spécialisés en fin de carrière pour pouvoir répondre à toutes les questions qui peuvent se présenter. On évoquait du coup la vie associative. La Poste propose également un dispositif d'aménagement du temps de travail pour les personnes qui souhaiteraient du coup diminuer leur temps de travail avant le départ à la retraite. Et cet aménagement de temps de travail peut se faire au sein d'une association d'économie sociale et solidaire. Donc, on a un réseau d'associations partenaires auprès desquelles les postiers qui souhaitent partir en TPAS peuvent intervenir pour apporter leurs connaissances et leurs compétences. Il y a notamment la situation de Jean-François, qui est donc un ex-commercial qui a souhaité, donc à 57 ans, partir en TPS ESS et qui aujourd'hui est responsable adjoint d'un entrepôt des Restaurants du Cœur. Et donc, il tient cette fonction à hauteur de 70% de son temps. Et une fois que son temps sera écoulé, il sera du coup bénévole au sein de cette association. Voilà pour ma part le témoignage que je voulais apporter pour la Poste concernant l'accompagnement des seniors dans l'emploi. Très bien, merci beaucoup Marion pour tous ces exemples. Alors c'est vrai que c'était intéressant, moi j'ai trouvé de voir déjà la diversité des métiers au sein de l'entreprise et puis de voir la diversité des solutions qui sont proposées en fonction des situations des salariés et de leurs souhaits. Donc merci pour ces éléments. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat par rapport à l'intervention de Marion? Il y a d'autres choses, mais pour l'instant, rien autour de... N'hésitez pas à les poser maintenant. Alors, il y a une question qui s'adresse plutôt à toi, Arnaud, je crois que tu l'as vue. Je vais la lire. Le constat de santé particulièrement dégradé pour les demandeurs d'emploi plus que pour les actifs est important, alertant. Il n'est pas nouveau. Nous, accompagnateurs, n'avons pas la possibilité d'orienter ces demandeurs d'emploi vers un service de médecine du travail. L'ARACT propose-t-elle une solution ou serait-ce envisageable? Nous, on a plutôt vocation à deux choses. Travailler en prévention de ces altérations sur la santé et plutôt auprès de publics salariés. Néanmoins, je pense que c'est une excellente question. Il y a des études de la part d'ATD Carmonde sur la question de la santé des demandeurs d'emploi. Je crois qu'il y a aussi des propositions assez opérationnelles pour prendre à bras le corps cette problématique, mais il ne faut pas oublier effectivement que tous ces demandeurs d'emploi font partie de la population active et c'est un défi, je pense, en matière de santé publique. Je voyais plus bas une question sur la Poste, mais c'est certainement Marion qui va répondre, sur le fait que la Poste est une grande entreprise. Pour autant, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont duplicables aussi à l'échelle des TPE, PME. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, c'est vrai que, notamment sur l'adaptation de poste, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des préventeurs et des médecins de travail en interne. Pour autant, il y a des actions qui sont menées directement avec Cap Emploi, acteur externe, qui du coup peut être mobilisé par l'ensemble des entreprises.
Oui, tout à fait. Merci Marion. Alors c'est vrai qu'en tant qu'organisatrice, co-organisatrice de ce webinaire avec Arnaud Barillet, on a longtemps cherché quand même des entreprises peut-être de taille plus réduite, effectivement, en tant que témoin, et on n'a pas trouvé pour l'instant, parce qu'on voulait aussi une entreprise locale. Donc La Poste est un très bon exemple quand même, parce qu'il y a encore une fois une diversité de métiers et de solutions qui sont proposées, bien sûr avec des moyens que sans doute d'autres entreprises de plus petite taille n'ont pas. Mais voilà, cet exemple-là nous permettait d'avoir une multiplicité de solutions présentées. Si vous avez, si les participants ont des idées d'entreprises que nous pourrions inviter à témoigner, oui, ce serait avec grand plaisir, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, sur la thématique qui vient d'être traitée, non. Donc, je vous propose que l'on continue. Donc, je vais redonner la parole à Arnaud pour la deuxième partie de son intervention. Merci Anne. Donc là, on va plutôt prendre cette question sous le prisme de l'emploi, peut-être un petit peu moins du travail, mais peut-être pour y revenir tout à l'heure. Donc, alors les solutions pour l'emploi des seniors, peut-être confier cette même question à des seniors. Vous voyez, bon, ça c'était pour la partie humoristique de la présentation, mais pour rester toujours sur cette partie humoristique, voire un peu provocatrice, il y avait un article dans Welcome to the Jungle qui, et là c'est notamment pour répondre à la question des tensions en termes de marché du travail. L'article s'intitulait Vous avez une pénurie de main-d'œuvre, et le sous-titre c'était Recruter des vieilles. Donc la chose était prise sur ce registre-là, mais c'était aussi pour mettre en exergue qu'aujourd'hui, il y a une population de personnes seniors qui ont plus de difficultés à accéder à l'emploi lorsqu'elles sont demandeuses d'emploi, et pour un certain nombre de stéréotypes, souvent très hérités du passé, ou en tout cas plus du tout à jour sur ces populations aux seniors, sur cette population senior. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure d'agisme ou de jeunisme. Il faut voir qu'il y a des effets d'âge et des effets aussi de génération. Donc, on vieillit au fur et à mesure de la vie professionnelle, mais j'ai envie de dire que les seniors d'aujourd'hui ne sont plus les seniors d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, les seniors en entreprise, ils sont tous connectés, ils sont tous, enfin pour certains, prompts à faire du télétravail. Voilà, c'est plus la caricature qu'on pouvait avoir du senior, qui était déjà un peu éculé, mais aujourd'hui encore plus. Donc, sur les questions d'emploi des seniors, quelques chiffres quand même, je vais essayer de pas trop vous assommer avec des chiffres, mais il faut avoir une vision un petit peu quantitative de la situation. Donc, le taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire les personnes âgées de 55 à 64 ans, donc ce taux d'emploi n'a cessé de progresser depuis les 20 dernières années. Donc, on a tendance à se questionner là-dessus. Le taux d'emploi des seniors était de 32% dans les années 2000. Il est de 56% en 2021. Donc, ça s'explique aussi par des questions d'âge de la retraite, des questions de métiers peut-être moins pénibles. Mais voilà, la situation est qu'en 20 ans, nous sommes passés de 32% à 56% quand même de taux d'emploi des seniors. Ça me semble absolument pas anecdotique. Ensuite, sur le taux de chômage de ces seniors, il a augmenté au cours de la décennie
passé, donc 6,5% pour les 55%, alors qu'il n'était de 4,3% en 2007. Donc, des évolutions sur le long terme, mais on voit des taux de chômage sur le court terme qui ont légèrement évolué. On peut s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans pour que la tendance s'inverse, même si de manière globale, le taux d'emploi a quand même augmenté. Ensuite, le taux de chômage, il est nettement inférieur à celui des actifs, donc 9,1% en 2019 contre 6,5% en 2018. Donc, on est pratiquement sur la même année. Donc, on voit que le taux d'emploi, le taux de chômage des seniors, il est quand même inférieur à celui de la population générale, en gros de 3 points. Ça laisse penser que c'est peut-être à l'autre extrémité de la pyramide des âges que se jouent les choses, mais le taux de chômage, comparativement peut-être aux jeunes, est pas démentiel sur la population senior. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder, par contre, une fois que les personnes seniors sont sorties de l'emploi, elles ont plus de difficultés à y revenir. Et c'est là que ça se joue. C'est là que tout va se jouer. C'est la capacité à retrouver un emploi quand on l'a perdu. Donc en 2018, c'est 15,8% des personnes de 55 ans qui avaient retrouvé un emploi au trimestre suivant, contre 28% des jeunes. Donc, il y a un écart là extrêmement manifeste, et on voit que tout se joue dans la capacité à retrouver, à revenir dans le système une fois qu'on en est sorti. Et pour les acteurs de l'emploi, voilà, c'est là que ça va se jouer, et peut-être qu'il faut mettre les efforts de ce côté-là. Mais on va le voir, les services publics de l'emploi ont déjà proposé des choses pour ça. Donc, cette question de l'emploi ou de l'absence d'emploi des seniors, ça coûte cher aux contribuables, 1,5 milliard d'euros pour les seniors inemployés qui attendent la retraite. Ou un éventuel emploi, mais sans trop peut-être courir après, on va se dire les choses. Alors, les enjeux du vieillissement au travail pour la partie française, en termes de taux d'emploi, pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, on est plutôt dans la moyenne basse vis-à-vis, vous voyez les chiffres pour la France, par rapport à la moyenne européenne, que ce soit sur la zone euro, l'Union européenne ou les 28. Donc, on est plutôt en bas de tableau sur ce taux d'emploi en France. Alors, on peut apporter plusieurs analyses, plusieurs explications. Il y a bien sûr les enjeux d'âge de la retraite, mais pas que. On pourra peut-être y revenir. Alors, les déterminants qui font qu'on peut se sentir capable de rester dans son travail ou en emploi, on voit, et là on va encore y revenir, qu'il y a certaines caractéristiques qui jouent un rôle important dans l'évaluation de tout ça, savoir si je veux rester en travail. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est la possibilité d'apprendre des choses et de faire un travail de qualité. Ça reste des déterminants extrêmement importants. Et tant qu'on n'aura pas travaillé ça, les gens partiront et probablement ne reviendront pas en emploi. Donc, il y a des choses qui jouent dans le maintien en emploi sur les dernières années de la vie professionnelle
où si on rate ce coche-là, les gens, entre guillemets, sortent du système et rentreront peut-être avec beaucoup de difficultés, voire plus du tout. Alors, sur les motifs de sortie d'emploi liés à la question des inaptitudes, on l'évoquait tout à l'heure, on voit qu'il y a des inaptitudes aujourd'hui qui commencent à prendre une part importante du prisme par rapport aux inaptitudes historiques qu'on connaissait sur les dimensions physiques au travail. C'est les inaptitudes psychiques, donc 10% pour les inaptitudes psychiques ou morales qui empêchent d'exercer l'ancien métier, ou 17,8% qui empêchent d'exercer le même métier dans une autre entreprise. Donc, ça reste des choses extrêmement importantes. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a presque un gros quart, voire 30% des enjeux qui se jouent du côté de la motivation et de l'engagement et des dispositions psychiques. Alors certes, il y a toujours des personnes qui partent de l'emploi parce que elles sont usées physiquement, parce que il y a une scoliose pour un maçon qui lui permet plus de travailler. Ça, c'est l'image qu'on en a habituellement. Mais aujourd'hui, pratiquement une inaptitude sur 3, c'est lié à on va dire, un désengagement vis-à-vis du travail. Alors, je disais que toutes ces sorties qui sont liées à des inaptitudes, ça pèse beaucoup sur l'emploi des seniors en particulier, sans stigmatiser forcément les seniors, parce que les inaptitudes peuvent arriver à tous les âges de la vie, mais statistiquement, on voit que ça arrive plutôt sur les fins de carrière. Donc, par rapport à cela, il y a des dispositifs, notamment, on peut citer les dispositifs qui ont été mis en place par Pôle emploi, qui sont des dispositifs qu'on peut qualifier de resserrés pour les personnes licenciées pour inaptitude. Donc, avec ces dispositifs resserrés, leur capacité de retrouver un travail, un emploi, augmente de 17%. Donc, voilà, avec une forme de remobilisation, avec des psychologues du travail, etc. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui jouent sur le versant psychique, psychologique, sur l'engagement, sur la motivation, sur la confiance en soi, sur la confiance qu'on a à pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc, ne surtout pas négliger ces dimensions psychiques dans la remobilisation vers l'emploi. Donc, là encore, j'ai extrait des propositions de la mission sur le maintien en emploi des seniors qui a été remise au gouvernement. Et là encore, vous aurez les liens vers les propositions concrètes et opérationnelles pour agir en faveur du maintien en emploi des seniors, voire de la remobilisation vers l'emploi une fois qu'ils sont sortis de ces dispositifs. Voilà pour ce bref panorama de la question des emplois, des seniors et comment la santé au travail peut jouer dans tout cela. Bien. Merci Arnaud pour ces éléments. Alors, on a pas mal de choses sur le chat. Alors, dans les derniers éléments partagés, il y a quelqu'un qui nous parle d'un documentaire qui nous invite à regarder sur un documentaire qui s'intitule « Seniors 60 ans et plus » d'une entreprise qui fonctionne avec 90% de salariés seniors et qui vont même jusqu'à plus de 80 ans en activité. Donc, je ne sais pas si c'est tourné en France ou pas. En tout cas, voilà, il partage aussi d'autres éléments documentaires sur France TV Info. Bon, merci pour ces partages. Alors, en termes de questions, alors il y a une question, on va peut-être prendre juste une minute pour la poser à Marion.
Quelqu'un demande sur la Poste a-t-elle une action spécifique pour le recrutement des seniors? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner, Marion? Alors, concernant le recrutement des seniors, le chiffre que je peux vous donner va concerner les CDD seniors, qui est un dispositif particulier proposé aux personnes de plus de 57 ans et qui sont inscrites au Pôle emploi depuis plus de 3 mois. Sur la Nouvelle-Aquitaine, en ce moment, nous avons 18 CDD dits seniors en cours, et dont 13 sont sur le Poitou-Charentes. Voilà la donnée que je peux donner plus particulièrement sur cet item. Ensuite, concernant le recrutement à proprement parler, nous avons une charte dans laquelle les personnes qui conduisent les recrutements s'engagent à ne pas mener de critères de discrimination et à tenir compte prioritairement des compétences des personnes qui se présentent. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à la question qui était posée, mais voilà les éléments que ont ma possession à date. D'accord. Ok. Merci. Alors, par rapport à la dernière intervention d'Arnaud, je pense que cette question est en lien. Quelqu'un demande si le taux d'emploi des seniors donc, a progressé comme l'âge de la population active, sous forme de question. Oui, il y a bien sûr une forme de corrélation, mais il a évolué plus vite que l'évolution de la population active, parce que les environnements de travail ont évolué, parce que depuis 20 ans, le tertiaire a continué de se développer, et parce qu'il y a peut-être un peu moins de postes très fatigants ou très propices à des inaptitudes. Il faut aussi reconnaître que dans le bâtiment, par exemple, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la réduction des charges, le port de charges, les protocoles de sécurité, la prévention de l'usure, le matériel. Donc, il y a aussi des progrès qui ont été menés de ce côté-là, qui expliquent aussi, mais tout comme effectivement l'évolution de l'espérance de vie et le recul de l'âge de la retraite, le fait que le taux d'emploi est augmenté. Très bien, merci. Alors, on nous parle du graphique Zoom Inaptitude. Il semblerait qu'il y ait presque 68% de départ pour problème de santé physique. Je ne vois pas d'éléments au sujet de la perte de sens sur le graphique. Où cela se situe-t-il dans votre diaporama? Alors, est-ce qu'on peut retourner en arrière? Je vais le remettre. Oui, les enjeux de santé psychique sont liés sur les lignes 3 et 4, donc 10,2% et 17,8%, où on est sur des cas d'inaptitude psychique. Et ce sont des choses qui évoluent très rapidement, d'année en année pratiquement, et on voit que plus ça va et plus les enjeux d'inaptitude sont liés à des inaptitudes physiques, psychiques de plus en plus et de moins en moins physiques. Donc, alors derrière ces formes d'épuisement, on voit que il y a beaucoup de termes qui ont fleuri ces dernières années, burn-out, brown-out, bore-out, sur l'ennui au travail. Il n'empêche que tout cela contribue à penser qu'aujourd'hui, il y a une bonne part des emplois pour qui, pour les personnes, ce n'est plus tenable psychiquement. Donc, voilà pourquoi je souhaitais souligner ça. Effectivement, il y a encore une majorité d'inaptitudes qui sont sur des registres physiques, mais ça a tendance à s'équilibrer pratiquement sur les registres d'inaptitude psychique. Je rappelle aussi, pour compléter la réponse, que par exemple, les risques psychosociaux ne sont toujours pas inscrits au tableau des maladies professionnelles. Et dans les pays où c'est le cas, on voit
on n'est plus sur des chiffres entre 70 et 30, mais on est sur ces chiffres-là, mais avec 70% sur le registre psychique et 30% sur le registre physique. Donc, j'attire l'attention sur les modes de calcul et sur le fait que ces décrochages des populations seniors vis-à-vis de l'emploi se jouent beaucoup aujourd'hui sur le registre de la motivation. Très bien, merci. Alors, avant de passer au témoignage suivant, on va prendre une dernière question ou réflexion, je ne sais pas trop comment le dire. Donc, je suis remontée un petit peu dans le chat et on nous dit, alors, est-ce que des passerelles sont possibles entre les entreprises et les dispositifs d'insertion qui accompagnent ce public senior? L'errance administrative est parfois longue pour ce public, arrêt, perte d'emploi et autres. Quand nous les accueillons, les difficultés sont souvent plurielles. Dialoguer, partager en amont ces accueils pour construire un vrai parcours d'insertion et qui fait sens pour l'accompagné et l'accompagnant, point d'interrogation. Donc ça ressemble plus à des souhaits qu'à une question véritable, mais ça va être difficile de répondre à ça peut-être ici, mais des passerelles sont-elles possibles entre les entreprises et les dispositifs d'insertion? Ce qui est toujours compliqué, c'est d'accepter d'être considéré comme une population à part. On le voit très bien dans les reconnaissances pour travailleurs en situation de handicap. Il y a un processus d'acceptation qui n'est pas évident. Et puis, dans le cas des seniors, on peut tout à fait comprendre en quoi, moi, senior, je serais une population spécifique, donc, considérant que le travail peut être accueillant pour à n'importe quel âge de la vie professionnelle. D'accord. Alors, quelqu'un précise, les passerelles sont peut-être l'un des enjeux de France Travail. Bon, ça, effectivement, peut-être. Ok. Bon, merci pour ces questions et ces réponses. Alors, on va passer tout de suite donc au dernier témoignage. Je vais laisser la parole à Fabiola Turca pour la suite. Voilà. Bonjour, merci Anne. Alors, donc on va parler de ce qu'on a pu mettre en place à l'APEC et de ce qu'on va continuer de mettre en place pour les publics seniors pour leur retour à l'emploi, avec un focus sur le dispositif Talent Senior notamment. Quelques chiffres d'abord, comme ça l'a été dit par Arnaud, les cadres seniors présentent des difficultés spécifiques d'accès au marché. En 2021, donc ça c'est notre dernière étude que vous pourrez retrouver sur notre site Corporate APEC, notre étude de janvier 2021 qui dit que 48% des cadres accèdent à un emploi dans les 6 mois qui suivent leur inscription à Pôle emploi. Et ce taux chute à 29% pour le public senior, donc 55 ans et plus. Donc une part importante des cadres seniors inscrits à Pôle emploi le sont depuis plus de 2 ans aussi également. Et c'est pour ça qu'on met en place des prestations. Alors on a une prestation qui s'appelle Nouveaux Horizons pour les cadres qui sont en recherche d'emploi depuis plus d'1 an et une prestation spécifique dont je vais vous parler qui s'appelle Talent Senior pour les cadres de plus de 50 ans en recherche d'emploi. Bon alors là on n'a pas de durée définie. Donc des ruptures qui sont majoritairement dues à l'employeur et souvent mal vécues, ce qui peut générer des phases de deuil un petit peu longues. Donc on va retravailler sur la confiance en soi, la valorisation de soi, l'identification et la valorisation de ses atouts. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y a des préjugés qui sont liés à l'âge, qu'il faut désamorcer,
Et donc, la grande majorité, ce qu'on constate aussi, c'est que la grande majorité des managers, c'est ce qui ressort de notre dernière étude, sont convaincus qu'avoir des cadres seniors dans leur équipe en temps de crise est plutôt rassurant. Ils les perçoivent comme engagés, motivés, enthousiastes, stables également. Voilà, c'est vraiment des personnes, ce sont des personnes sur lesquelles ils peuvent, s'appuyer, pour, différentes raisons, liées, voilà, à leur expérience et une certaine, posture. Alors, on va donc aborder ce dispositif, Talent Senior. Comment est-ce que ça marche? Donc on propose, à ces cadres un séminaire de 6 jours, 3 fois 2 jours, et ensuite on va leur proposer un parrain ou une, marraine, qui va les accompagner tout au long du programme. Donc on va voir, voilà que, enfin les modalités ont un petit peu évolué. Ils ont un consultant APEC référent, tout au long de cette période, un échange mensuel donc avec, leur, parrain, marraine et avec leur consultant APEC, référent, et bien sûr des échanges, tripartites, pour faire le point. Tout au long de cette période, on va leur proposer des événements de networking pour les mettre en relation avec, des entreprises, sachant que le parrain ou la marraine, est une personne qui est en entreprise, hein, qui est salariée. Donc on a mis en place un club, parrain, pour échanger aussi sur ces problématiques, d'accompagnement des seniors, et des, web cafés autour de thématiques, sur la recherche autour de la recherche d'emploi. Donc, pour vous faire quelques retours sur ce dispositif, qui a été mis en place en 2021 et 2022 en Nouvelle-Aquitaine, comme d'autres régions, en France, hein, chaque région selon des modalités un petit peu différentes. Donc on a eu 6 promotions de cadres, de 50 ans et plus en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. Donc là, oui, cette fois-ci, on s'était, focalisé sur ceux qui étaient en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. Donc il y a eu 5 promotions à Bordeaux et 1 au Pays basque. La finalité était de permettre à ces cadres seniors, en recherche d'emploi, de renforcer leur réseau et d'accélérer leur retour à l'emploi. Donc voilà, on a mis en place ce dispositif de parrainage. Donc la durée, de l'opération était d'1 an pour les cadres et la durée du parrainage 9 mois, mais bien sûr, si le cadre finalement était encore en recherche, ça a naturellement, continué. Le bilan du dispositif, c'est que 66,6 de ces personnes ont retrouvé un emploi. Alors souvent, bien avant, l'année, prévue. Je peux vous donner, 2 exemples. L'exemple de Romuald, qui a retrouvé un emploi après 2 ans et demi d'interruption, notamment, pour des raisons de santé. Il a retrouvé un poste dans la promotion immobilière. Donc c'était une reconversion. Donc ce qui a permis cela notamment, c'est il a eu un déblocage par rapport au réseau. C'était difficile pour lui de faire du réseau, d'aller vers les personnes, voilà, de demander des conseils. Voilà, donc on a beaucoup travaillé la méthodologie, sur la démarche réseau. Il a réalisé qu'il n'y avait pas de risque, et qu'il avait tout à gagner et rien à perdre à se lancer dans cette démarche réseau. On a beaucoup travaillé sur les représentations, fait tomber les représentations et les freins personnels. C'est vrai qu'on a abordé les freins des recruteurs, mais il y a aussi les freins, personnels des seniors en fait, ces croyances, ces représentations, qui peuvent se faire, qui sont liées aussi, hein, bien sûr à des préjugés, des employeurs. Donc on travaille beaucoup là-dessus pour, casser les stéréotypes, casser les représentations. Donc des employeurs et des cadres, eux-mêmes finalement. Pour vous donner un autre exemple, on a Sophie qui a retrouvé donc un emploi à 55 ans. C'était une ancienne visiteuse médicale, déléguée hospitalière, qui a passé un master 2 en management, des établissements médico-sociaux
Et elle a obtenu après ce master un poste d'adjointe de direction dans une résidence senior. Je sais plus, enfin au bout de quelques mois, mais finalement assez rapidement après sa formation. Avec Sophie, on a beaucoup travaillé sur son discours, son argumentaire, pour qu'elle se sente légitime dans ce nouvel emploi. Donc si nécessaire, on redéfinit, le projet, hein. Bien sûr, cette notion de projet est extrêmement importante. On a des belles reconversions comme celle que je viens de vous citer et des fois, ce sont des adaptations de projets. On a aussi des cadres seniors qui vont se lancer dans du freelance ou dans du management de transition ou, dans du consulting. Voilà et puis on a vraiment des retours à l'emploi aussi, hein, en CDI, à 60 ans sont des choses qui arrivent, voilà. Hem, alors pour, reprendre, voilà, après ces retours d'expérience, je vais vous parler de l'évolution de la prestation, talent de ce dispositif Talent Senior. Donc ce qui ne change pas, la finalité et la cible, hein, donc on va garder, voilà, on va lancer l'événement en mars, donc je vous l'apprends en avant-première. Voilà, on va relancer donc ce programme en mars 2023. Donc on va garder cet esprit de communauté donc sur une plateforme, qui génère beaucoup d'échanges entre les cadres, les parrains, les marraines et les consultants référents. Ce qui évolue, c'est que l'entrée des cadres se fera au fil de l'eau. L'an dernier, en fait, on avait une promotion en début d'année qui s'était, formée en septembre et qui était figée, qui est restée figée, tout au long de l'année. Tandis que là, dès qu'on identifie des seniors qui ont besoin de se faire accompagner, enfin, dont le souhait est de se faire accompagner, au fur et à mesure, on va les intégrer et leur proposer donc un consultant référent. Il y a un parrain ou une marraine et avec la possibilité toujours de suivre ce séminaire de 3 fois 2 jours, sur, 2 mois, sur une durée de 2 mois, où on travaille beaucoup, comme je le disais, la confiance en soi, la valorisation, l'identification de ses atouts, avec le groupe, hein. Il y a beaucoup c'est un travail, très, collectif. Voilà, parce qu'il y a souvent des blocages au niveau on le sait, la confiance en soi, la valorisation de soi et on va travailler le projet, si nécessaire. Donc on va former cette fois-ci, c'est une évolution, les parrains et les marraines au rôle de mentor, parce qu'il y a eu, on a senti que c'était pas forcément, facile pour des personnes qui étaient pas forcément formées, toujours, et au réseau et à l'accompagnement et aux techniques de recherche d'emploi et à LinkedIn, d'accompagner des seniors. Donc là, lors de cette édition, il y a une formation, qui sera prévue et une animation trimestrielle pour fêter les réussites, remobiliser les énergies, faire du réseau, parce que c'est toujours motivant de voir, des réussites, des seniors qui retrouvent un emploi, ça encourage les autres. D'autres prestations, oui, alors donc là, c'était la prestation talent senior et donc on a mis en place d'autres prestations, oui, les 2 années sont, celle-ci, elle date d'il y a 1 an, je crois. Donc oser explorer d'autres formes d'emploi, c'est un atelier auquel on peut s'inscrire, sur notre site internet, pour justement aller, vers d'autres formes d'emploi, du statut du micro-entrepreneur à la SASU, en passant par le portage, le temps partagé, la coopérative d'activité d'emploi. Voilà, donc pour ouvrir le champ des possibles, en fait. Aussi, on parle de temps partagé. C'est vrai qu'aujourd'hui, de management de transition, il y a différentes, possibilités. Voilà, c'est un atelier de 2 heures ou voilà, qui se fait en 2 heures ou 4 heures pour évoquer ces possibilités.
On a des études, on a eu plusieurs études. On a eu 3 études sur les seniors, dont une récente. Donc je vous donnais quelques chiffres tout à l'heure. Une sur, voilà, pour insister vraiment sur la valeur ajoutée des seniors, qui soient au clair sur tout ce qu'ils ont à apporter dans une entreprise. On travaille beaucoup là-dessus lors de notre atelier. Ah pardon, je ne l'ai pas encore, oui. Ah, je croyais qu'il était là. Oui, pardon, je ne l'ai pas vu, c'était au-dessus. L'atelier «Valoriser les atouts de son expérience senior», que j'anime régulièrement, pas plus tard que ce matin d'ailleurs. Pour travailler donc sur, on part des freins des employeurs, des freins des seniors aussi, et on va voir comment on peut les contre-argumenter, en allant notamment sur, sur tous les atouts des seniors, en termes de savoir-être, de savoir-faire, tout ce qu'ils ont à apporter dans une entreprise, notamment dans des temps de crise comme ceux qu'on a connus avec le Covid. C'est vrai que ça demande beaucoup de flexibilité, d'adaptabilité, et les seniors, eh ben, finalement, tout au long de leur carrière, ont éprouvé des situations difficiles et des crises. Ils ont connu voilà, beaucoup de changements, ce qui leur a permis de développer beaucoup de savoir-être. Et ils ont bien sûr voilà, une assertivité et des facultés à transmettre leurs compétences, voilà, de nombreuses qualités qu'on essaye de passer en revue pour qu'ils soient très conscients en fait de tout ce qu'ils ont à apporter, ce qui va venir bien sûr lever les freins des recruteurs, qui sont plus ou moins formulés. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation et je suis tout oui s'il y a des questions. Merci Fabiola pour ces exemples d'accompagnement de publics seniors en recherche d'emploi. Donc, on voit effectivement que ça a des effets. Quelqu'un demandait par rapport au dispositif Talent Senior, combien de cadres accompagnés cela représente les 6 promotions? Alors, c'était une cinquantaine, 55 de mémoire. Ok, merci. Ce sont des promotions de 7 ou 8 cadres. D'accord. Bon, je crois que sur votre présentation, il n'y a pas d'autres demandes. Avant qu'on aille vers la conclusion, je crois qu'il y avait une question au début, et j'avais dit qu'on y reviendrait. Je vais essayer de la retrouver. Oui, voilà, c'est celle-ci, qui est plus en lien, je pense, avec ce dont on a parlé au niveau de l'emploi. On nous demande, dans une période d'incertitude économique et de restrictions sur les salaires, comment maintenir un senior en emploi ou favoriser le recrutement à sa juste valeur d'un senior en recherche d'emploi? Qui a envie de se lancer sur une réponse courte? Moi, je veux bien. Bon, allez, merci. Je pense que plus qu'envisager les choses par rapport à une population en particulier, je pense qu'il faut être vigilant aussi sur la diversité et la mixité des populations dans l'entreprise. Alors, bien sûr, pour les seniors, il y a la question de la rémunération qui est un enjeu, mais il faut voir, on constate régulièrement des seniors qui sont prêts à gagner un petit peu moins que ce qu'ils avaient auparavant, parce qu'il n'y a plus les études des enfants à payer, etc. Le niveau de vie n'est pas exactement le même, et hormis pour des préoccupations de retraite et puis de calcul d'annuité, il y a ces enjeux-là de rémunération qui ne sont pas forcément rédhibitoires pour les seniors. Après, sur les enjeux de recrutement
pour les filières en tension. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la même chose que ce qu'on constate depuis à peu près une quinzaine d'années, c'est que tous les secteurs d'activité ou tous les territoires qui s'interrogent sur comment faire venir ou garder de la compétence focalisent systématiquement sur les populations jeunes. J'étais sur l'ostréiculture il y a 15 jours. Il y a une campagne de recrutement qui est uniquement dédiée et tournée vers les jeunes, considérant que ce seraient des postes qui sont potentiellement incompatibles avec un âge qui dépasserait 40 ans, ou donc faut soit revoir le contenu des postes et les conditions de travail, ou alors adopter une autre stratégie. Mais depuis 15 ans, on voit bien que ces stratégies centrées sur le recrutement d'un jeune qui serait hyper compétent, hyper motivé et qui coûterait pas cher. Il y a des là aussi, il y a des stéréotypes à déconstruire, à mon avis. Très bien. Bon, on va s'acheminer très rapidement vers la conclusion. Alors, non, il y a quand même une petite question à laquelle Fabiola va pouvoir répondre. Est-ce que les parrains-marraines sont seniors également? Pas forcément, c'est pas un critère, on va dire. D'accord. Ce sont plutôt des personnes qui ont besoin, enfin qui ont envie d'accompagner, d'aider des personnes en recherche d'emploi. Ce sont des personnes qui peuvent avoir connu cette situation. Et ça m'est arrivé d'avoir des cadres qui ont retrouvé un emploi grâce à l'APEC et qui ont vu les bénéfices des ateliers, des prestations et qui se proposent pour devenir parrain ou marraine. Très bien. Merci. Alors, je vais donc laisser la parole à Arnaud pour la conclusion. Pendant qu'il fera la conclusion, moi, je vais vous partager, donc, comme je vous l'ai dit, un petit questionnaire en ligne que vous voudrez bien remplir en quelques minutes. Arnaud, je te laisse la parole. Merci. Alors, simplement une diapositive pour évoquer le fait que ces enjeux de santé, de travail et d'emploi sont évidemment interconnectés et que tout comme des conditions de travail de mauvaise qualité, c'est l'absence de travail qui est également un facteur de dégradation. Mais tout dépend si on considère le travail comme ne devant pas trop faire souffrir, ou si on considère le travail comme un espace où on peut s'exprimer, développer des compétences, développer des capacités. Donc tout dépend aussi de la représentation qu'on a du travail, et si on se contente de quelque chose qui ne ferait pas uniquement souffrir. Donc là, il y a vraiment un changement de paradigme à opérer pour aller vers ce qu'on appelle un travail qui serait porteur d'une forme de vieillissement actif. Alors le vieillissement actif, c'est la capacité à mener, on l'évoquait tout à l'heure avec cette notion de sens du travail et d'utilité, à mener une vie productive dans la société, donc pour les bénéficiaires, et puis la vie économique, avoir une place dans cette société où on vit aussi de bénévolat, mais aussi d'activités productives. Donc cette notion du vieillissement actif, elle est extrêmement importante, elle reste encore à développer, et peut-être intégrer ça aussi, comme je l'évoquais, dans les démarches territoriales ou sectorielles qui sont tournées vers l'emploi, se poser, et d'une, la question du travail, et de deux, la question des populations seniors, comme pouvant aussi être intéressées pour venir travailler dans les vignes ou dans les clairs. Donc peut-être sortir de représentation de salariés seniors qui seraient, on va dire, en restriction d'aptitude physique,
ou tout comme c'était évoqué par Fabiola tout à l'heure, tout ce qui correspond aux stéréotypes liés à l'âge. Moi, je rencontre tous les jours des seniors qui veulent télétravailler, qui sont hyper connectés, qui sont sur les réseaux sociaux en permanence. Voilà, donc je pense qu'on a aussi à reconstruire notre représentation de ce qu'est un senior en 2022 et bientôt 2023. Très bien. Bien, nous voilà à la fin de ce webinaire. On va bientôt se quitter. Donc, j'espère que vous avez apprécié tous les éléments qui ont été apportés aujourd'hui. J'espère que les participants vont nous faire des retours et nous dire sur quelle thématique ils voudraient approfondir ou qu'est-ce qu'ils voudraient aborder comme autre sujet autour des seniors. Et comme ça, on pourra proposer à la suite en 2023 d'autres événements. On a des idées, mais c'est bien si elles correspondent à ce qui est attendu. Voilà, moi, il me reste à remercier donc, les 3 intervenants pour leurs apports respectifs, tous les éléments qu'ils ont partagés, pour le PowerPoint qu'ils mettent à votre disposition, donc je vais vous envoyer très prochainement. Je remercie les participants aussi d'avoir été là, d'avoir été participatifs. Je vous dis à bientôt. Je vais laisser quand même la parole à chacun des intervenants, mais moi je vous dis à très vite dans Parcours Pro en 2023. Merci.